Est-ce que vous vous êtes déjà demandé quelle était la psychologie des astronautes? Comment est-ce qu'ils devenaient astronautes? Quels étaient les rapports avec leur psychologie, leur psychopathologie, les risques psychologiques? Eh bien, moi oui. I've wondered whether you might be having some second thoughts about the mission. La première chose à savoir par rapport aux astronautes, c'est que, bien évidemment, ils doivent avoir une santé de fer, mais ça, sur le plan physique, on le sait bien. Mais ce qu'on sait un peu moins bien, c'est que, en fait, sur le plan psychologique, on leur demande d'être extrêmement stable, extrêmement bien. Et en tout premier lieu, les futurs astronautes vont être invités en groupe, ils seront très nombreux, pour être dans une phase de test psychologique plutôt théorique, où il va être question d'écrémer déjà un certain nombre de prétendants. C'est ce qu'on appelle le Psychological Stage 1. C'est là qu'ils vont être testés sur leur aptitude de base et leur personnalité. Pour cette phase de test numéro 1, ils sont à peu près 1 millier. Et après, ceux qui peuvent prétendre à la phase 2, à la deuxième phase de test psychologique, ils ne sont plus que 200. Pour cette étape, il y a 2 psychologues, un astronaute et une personne des ressources humaines. Cette deuxième étape psychologique est clairement une étape groupale et avec beaucoup plus de pratique que de théorie comme il y en avait sur la première phase. Les futurs astronautes vont donc avoir affaire à des simulations aussi informatiques, à des travaux en groupe, à des exercices de groupe, à des jeux de rôle, et tout un tas de choses comme ça, très pratico-pratiques. Et à partir de ce moment-là, si ils ressortent, entre guillemets, de façon positive de cette deuxième étape, ils vont pouvoir commencer à avoir des tests sur leur santé physique. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, en fait, ces tests ne cherchent pas à déterminer des têtes brûlées, des héros, des gars qui seraient capables de faire tout et n'importe quoi. Bien au contraire, on va plutôt chercher des gens qui sont très très stables au niveau de leurs émotions, qui sont toujours capables en fait de prendre connaissance de leurs émotions, tout en sachant utiliser leur intellect et leur capacité cognitive pour gérer les informations apportées par les émotions. Et de la même façon, il faut être certain d'une chose, c'est que les personnes qui sont trop dans l'hypermaîtrise, ça va pas être possible non plus, puisque bien évidemment que dans l'espace, on doit beaucoup se reposer sur 2 choses, l'informatique, l'outil informatique et mécanique, mais aussi sur le groupal. Donc, c'est-à-dire se reposer sur les ordres des autres et sur les indications de tout un tas de personnes. Ça nous amène à la notion de salutogénèse. La salutogénèse est un concept qui a été principalement amené par un sociologue qui s'appelle Antonovsky. Et en fait, la salutogénèse, c'est la capacité psychologique pour la personne, pour le futur astronaute en tout cas, de plutôt savoir rechercher les solutions à un problème plutôt que de se fixer sur un problème. C'est une compétence qu'on peut peut-être travailler, mais qui va être cherchée véritablement chez le futur astronaute. Sa capacité à non pas focaliser sur les difficultés, mais toujours être un petit peu dans un avant-coup, comme s'il pouvait savoir avant les autres où allaient se situer les problèmes, et notamment les problèmes de groupe, pour pouvoir d'ores et déjà s'y préparer et les éviter. Il s'agit pour le spationaute d'avoir l'esprit ouvert sur les solutions, plutôt que de rester fixé sur la problématique. Astronaute, détachez-vous! Il faut vous détacher! Si vous ne vous détachez pas, le bras va vous emporter trop loin! Écoutez ma voix! Concentrez-vous! Et on voit ça notamment dans la gestion des conflits de groupe, où quelqu'un qui aura une bonne gestion de ses émotions notamment, va savoir comment se positionner dans le groupe pour que ça ne génère pas de problématique, et que si une problématique émerge, de vite savoir la désamorcer. Bref, le spationaute ne doit pas être à la source de problématiques qu'on pourrait éviter, mais bel et bien de savoir les tuer dans l'œuf. Ça peut paraître étrange, mais il y a eu beaucoup d'études avec des designers qui ont été faites pour justement aider les spationautes à être dans de bonnes conditions
psychologique. On sait que les spationautes travaillent et vivent dans un espace extrêmement restreint et où ils sont plusieurs. Donc en fait, travailler sur les aspects de facilité, d'ergonomie et peut-être même de choses plaisantes pour les spationautes, c'est très important. En fait, ce qu'ils vont chercher à voir, c'est comment est-ce que le mobilier peut être à la fois utile à la mission et favoriser tout un tas de caractéristiques psychologiques. Le design est mis au service des équipages pour que chaque espace ait une fonction bien précise et que chacun puisse, au moment où il en a besoin, se retirer dans son espace à lui. Ça paraît assez étrange quand on voit des images de l'ISS et où on a l'impression que c'est un énorme bazar, alors qu'en fait, pas du tout. Il y a un autre aspect super intéressant qui a été développé par rapport à la psychologie et la cohésion de groupe, eh bien c'est ce qu'on pourrait appeler le coworking. Et donc, il est souvent le cas pour que la NASA envoie des fausses problématiques à l'équipe pour qu'elle ait à les gérer, pour qu'elle ait à ressouder un petit peu leur cohésion sociale, qu'ils fassent groupe, et que chacun soit heureux d'avoir pu contribuer à trouver la solution à un problème. En ce qui concerne la psychopathologie, eh bien, vous savez quoi? Le problème, c'est qu'ils risquent la même chose que nous. Et il est fort probable qu'en étant en mission pendant 6 mois dans un environnement extrêmement exigu, confiné, avec des personnes qu'on ne connaît pas de cultures différentes, il y ait plusieurs problématiques qui puissent émerger assez spontanément. Donc dépression, angoisse et tout un tas de choses, ça, le cosmonaute ou le spationaute peut tout à fait le ressentir, le vivre, mais la plupart du temps, certaines études montrent qu'ils ne vont pas avoir tendance à le montrer, tout comme nous le faisons sur Terre, disons qu'on ne le montre pas toujours quand ça va pas. D'une, pour la cohésion d'équipe, et de deux aussi pour une question un petit peu plus personnelle et subjective, c'est que les spationautes auraient très peur que des problématiques de dépression ou d'angoisse les empêchent d'aller sur des nouvelles missions. Mais ce qui pose véritablement problème, ça va être les psychopathologies qui vont avoir un effet direct sur l'équipage, la mission ou les deux. Ça peut paraître bizarre, mais beaucoup de spationautes peuvent ressentir un effet de vertige lorsqu'ils se retrouvent là-haut, en fait, d'être complètement angoissés par cette distance qui prend enfin forme et qui devient tout à fait réelle. Bien sûr, on peut tout à fait aussi avoir des manifestations de claustrophobie, c'est-à-dire que le spationaute se trouve être très mal dans cet endroit exigu et au bout d'un certain temps peut ressentir un effet extrêmement difficile à ressentir, de vouloir sortir de là. Une des psychopathologies spécifiques aux voyages spatiaux, ça va être le breakaway effect ou l'effet d'échappée. Et en fait, cet effet d'échappée, ce que ça produit, c'est soit d'un côté, vous allez avoir ceux qui vont être complètement euphoriques et presque dans une phase maniaque, ce qui peut être tout à fait dangereux, et de l'autre côté, vous allez avoir ceux qui vont être plutôt dans les caractères anxieux et d'angoisse vraiment très très forte, ce qui peut être tout à fait dangereux aussi. Ce que je trouve le plus fantastique sur le plan psychologique par rapport à ces spationautes, c'est ce qu'on appelle l'EVA vertigo. EVA pour sortie extravéhiculaire, c'est le fait que le spationaute va sortir du module qui est le sien, ou de la station qui est la sienne, pour aller effectuer des tâches en extérieur dans l'espace. Et là, on se retrouve face à quelque chose qui est assez peu banal, c'est le bien-être que ça a l'air de procurer à ces personnes, le fait de pouvoir flotter dans l'espace, le fait de pouvoir se sentir extrêmement libre, d'être dans un environnement extrêmement beau, dans quelque chose de tout à fait incroyable et extraordinaire, et de ne pas vouloir que ça s'arrête. À ce propos, je ne résiste pas à l'envie de vous parler de Edward White, qui est le premier Américain à faire une sortie extravéhiculaire le 3 juin 1965, et en fait, une fois qu'il a terminé ses missions, une fois qu'il a fini de faire ce que sa mission lui avait demandé de faire à l'extérieur du module, eh bien, il décida de continuer à rester pour
prendre des photos, pour prendre son temps, pour profiter de ce moment absolument fantastique. Et tous les psychologues avaient anticipé ce truc-là, mais là c'était la première fois qu'il l'avait réellement, entre guillemets, sous les yeux. Et il a bien fini, au bout d'un moment, par décider à rentrer, mais après maintes reprises, maintes demandes de Houston. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où il est rentré, il a dit « Je rentre, mais sachez que c'est le moment le plus triste de ma vie ». Je vais vous lire un passage du livre Packing for Mars de Mary Roach, qui revient sur cet épisode. Les psychologues de l'époque étaient très préoccupés par cette sortie. Le programme avance, l'heure tourne, il est temps de rentrer dans la capsule. Encore quelques photos, insiste Edward White. Dans la capsule, James McDivitt, son coéquipier, attend. Les équipes au sol aussi. On redemande à White de rentrer, il demande à rester encore quelques instants, on patiente et finalement, il n'a d'autre choix que de finir par rentrer et prononce juste avant de pénétrer dans la capsule Gemini 4 « Je rentre, mais c'est le moment le plus triste de ma vie ». Alors j'ai eu beau chercher de partout, je n'ai pas eu d'informations sur le fait que des spationautes, une fois qu'ils étaient dans la station spatiale internationale, ou sur une autre mission, peu importe, avaient des consultations psychologiques. Pour ma part, j'aimerais bien que la prochaine fois que Thomas Pesquet part en mission, et notamment là quand il va partir pour SpaceX, j'aimerais bien qu'il puisse avoir une application pour pouvoir me consulter en cas de besoin et que je puisse l'aider s'il a des moments de bad ou quoi. Mais bon, en tout cas, moi pour l'instant, j'ai trouvé aucun document qui montre que les spationautes sont vus ou suivis par un psy au moment de leur mission. Par contre, eh bien, comme on l'a vu, il y a beaucoup de raisons en fait de se sentir mal, de péter un câble ou quoi que ce soit une fois qu'on est là-haut. Du coup, je vous invite à regarder dans la barre de description, je vous ai mis un lien vers le guide véritable qu'il est demandé aux spationautes d'avoir connaissance. C'est un guide à peu près, c'est un petit guide, il fait juste 1032 pages, mais disons qu'à l'intérieur, vous allez avoir tous les aspects médicaux pour arriver à soigner quelqu'un. Alors ça peut être de la moindre blessure physique, le moindre petit problème de digestion, admettons, mais il y a aussi pour ce qui a trait aux psychopathologies et aux problèmes psychiatriques. Et alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire tout simplement ce qu'il y a. Que vous regardiez, que ce soit pour une attaque de panique, que ce soit pour une dépression, pour une crise maniaque, pour un EVA vertigo, pour que... Peu importe, en fait c'est pas compliqué. Si vous regardez bien dans ce document, c'est toujours la même chose qui est préconisée. Donc je vais vous le lire. La première chose à faire, c'est d'ouvrir le kit de traitement psychologique. Deuxièmement, parlez avec le patient pendant que vous le retenez. Expliquez ce que vous faites et que vous utilisez une contention pour vous assurer qu'il est en sécurité. Retenez le patient à l'aide de rubans gris autour des poignets, des chevilles et utilisez un élastique autour du torse. Si nécessaire pour retenir la tête, placez une serviette roulée sous le cou et retenir avec du ruban gris. Administrez 10 mg d'aldol, un tranquillisant puissant, c'est un neuroleptique quand même. Et si le patient ne coopère pas avec la prise d'une dose orale, eh bien à ce compte-là, donnez l'aldol en intramusculaire, c'est-à-dire avec une piqûre. Attention, il y a des effets secondaires bien évidemment. Et ce qui est intéressant, c'est que quelle que soit la problématique, en fait ce qui va changer, ça va être les dosages, le fait qu'on va redonner une dose ou non, et ce qui va changer, c'est soit on donne de l'aldol, soit on donne du Valium. Quoi qu'il arrive, on va toujours devoir d'abord expliquer à la personne ce qu'on est en train de faire, la contenir, vraiment, avec des contentions, on lui faire les poignets, les chevilles, le torse avec les bras aussi, on lui met la tête en arrière, on va d'abord lui donner un traitement par voie orale, s'il n'est pas d'accord, ce sera en intramusculaire, ce sera forcément de l'aldol ou du Valium, mais en tout cas ça se passera toujours comme ça, et après, si besoin, on pourra mettre un peu plus de milligrammes, on va dire ça comme ça. Et enfin, donc quand le membre d'équipage sera suffisamment sédaté, contactez le chirurgien pour discuter du statut du membre d'équipage et du retrait ou non de la contention.
Vous l'avez donc bien compris, ces surhommes et surfemmes en fait que sont les spationautes ont elles aussi et eux aussi des troubles psychiatriques ou des troubles psychologiques que tout le monde essaye d'éviter et de dépister au maximum, mais malheureusement, eh bien des fois en situation, comme pour nous, ça peut un peu déborder. Je remercie les tipeurs pour leur aide qui me permet de continuer à créer ces contenus régulièrement. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, n'oublie pas que... Tu découvriras que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue.